Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo sur mes top 10 du mois de juillet 2023. Ça fait quelques vidéos que je fais où je présente mes petits coups de cœur, mes petits suppléments, mes petits jeux complets qui sont plus dans le milieu indépendant. Je faisais autrefois des vidéos qui étaient surtout sur un seul jeu durant toute la vidéo, et là j'ai décidé un peu de renouer avec mon ancien amour en faisant ainsi des top 10 sur mes lectures du dernier mois. Ici, si vous écoutez cette vidéo, il s'agit de la vidéo de juillet 2023. Je vous conseille d'aller voir celle des mois précédents, mais sans plus attendre, on va commencer avec mon numéro 10. Il s'agit de The Cold Red de Mark Gospel. The Cold Red, en fait, c'est une aventure avec des règles supplémentaires pour Shadow Dark. Shadow Dark, j'en ai parlé dans une autre vidéo, qui est un jeu de rôle OSR-ish qui va prendre du old school et du plus moderne de la 5e édition de Donjons Dragons, par exemple, et qui va vouloir proposer quelque chose, une espèce de entre-deux pour pouvoir atteindre le plus de gens possible. Et à cette époque, j'avais commencé à... Quand j'avais fait ma critique, j'étais comme un peu des fois réticent face à certains produits qui sortaient pour Shadow Dark, qui était, je trouvais, très pauvre en termes de qualité. Mais par contre, The Cold Red de Mark Gospel, qui est sorti très récemment, j'ai trouvé ça vraiment bon. Pour vrai, j'ai trouvé ça très cool, autant pour l'aventure qui est proposée, mais aussi des règles supplémentaires pour gérer le temps froid, le temps chaud, ainsi que le stress. Je trouve que ça rajoute un petit bonus à un jeu qui est quand même assez simple, et justement, c'est assez facile de pouvoir rajouter des éléments à gauche, à droite pour avoir quelque chose d'un peu plus crunchy. The Cold Red propose ça avec en plus un contexte de jeu qui est très intéressant, des nouveaux équipements, des nouveaux décors, des créatures également. Bref, allez voir ça. En plus, c'est quand même vraiment beau pour vrai. C'est vraiment d'une belle beauté rouge, blanc, noir. Alors que souvent Shadow Dark, c'est seulement noir et blanc. Eh bien là, il y a un petit quelque chose d'à côté, un petit plus, une petite couleur supplémentaire. Donc, The Cold Red de Mark Gospel pour mon numéro 10. En numéro 9, on a Haiku de Sam Sear. Il s'agit d'un jeu de rôle solo où vous allez, dans le fond, vous voyager dans le Japon féodal, vous allez rencontrer des dangers, mais aussi également de la douceur. Vous allez réfléchir à votre passé, à votre présent et peut-être même à votre futur, alors que la solution à vos différents problèmes vont se trouver au bout du chemin que vous empruntez. C'est un jeu qui va aborder les thèmes de la poésie, mais aussi également de la réflexion, de l'introspection, avec des mécaniques qui ressemblent parfois un peu à pas nécessairement des PBTA, mais qui vont avoir des actions, des moves qui sont très précis selon ce que vous souhaitez entreprendre. À ma lecture, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne l'ai pas essayé encore, malheureusement. Et aussi, en termes de visuel, c'est super beau avec des belles peintures d'époque et tout ça, une belle mise en page, très très sobre, mais aussi très dans le ton, je trouve, de ce que le jeu aborde. Alors, pour vrai, oui, Haiku, Sam Sear, une thématique non plus que je ne vois pas si souvent que ça. En numéro 8, on a Wands of Whippoorwill Wood de Palion Press. C'est un module d'aventure, mais également aussi un micro-setting, un début de quelque chose. Si vous souhaitez l'incorporer dans une campagne déjà existante, ça se fait très bien. En fait, c'est une chasse au trésor. Vous allez tenter de trouver les légendaires baguettes de la forêt de Whippoorwill. Vous allez devoir affronter des fées guerrières, des chevaliers mystiques, des esprits sylvestres, le tout dans cette espèce d'ambiance très folklore anglais, dont s'inspire aussi énormément le visuel de ce module qui reprend des vieilles aussi illustrations de l'époque, dignes des légendes arthuriennes et autre chose de ce genre. C'est pour Cairn, un jeu de rôle OSR que vous pouvez facilement adapter à autre chose. C'est très minimaliste, c'est très simple, c'est très facile à adapter, à changer. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment bon. Très simple, mais en même temps très efficace. Pourquoi faire compliqué quand ça peut juste être bien fait? Fait que jetez un coup d'œil à ça si ça vous intéresse. En numéro 7, on a Secret Keps Kingship Spoil de Manadown Tabletop Games. Ouais, le titre est vraiment badass. Ça se passe dans la petite colonie de Brambletown qui se prépare présentement à l'hiver et qui, dans le fond, les habitants viennent de découvrir que l'entrepôt de nourriture, de céréales et de fromage est vide. Le tout a été volé par d'horribles bandits rats qui vont aussi cultiver les champignons pour pouvoir utiliser ou faire leurs méfaits. C'est pour le jeu de rôle Monster Eater, donc vous connaissez peut-être parce qu'on en parle quand même relativement souvent sur la chaîne, que ce soit dans des actual play ou dans d'autres vidéos. Et il y a quelque chose, pour vrai, je pense que c'est la première fois que j'en parle dans mes vidéos de découverte du mois, mais il y a quelque chose avec les modules indépendants de Monster Eater, sont tout le temps vraiment freaking beaux, sont tout le temps beaux ces modules-là. Les gens qui vont faire des suppléments pour Monster Eater, ils ont vraiment un don pour le layout, pour la mise en page, pour le design graphique, pour l'illustration. Ils vont souvent faire des trucs complètement dignes d'un jeu officiel, digne d'un module officiel. Et encore une fois, bien, ça reprend
sensiblement cette même formule-là pour celui-ci. C'est beau, c'est bon, c'est des zones à explorer, il y a des nouveaux objets à découvrir que vous pouvez découper un peu parce que Monster Eater utilise ça beaucoup, l'espèce de découpe d'objets, petit carré que vous pouvez mettre sur votre feuille de personnage. Il y a plein de choses comme ça. C'est pour 3 à 5 souris débutantes. Si vous voulez débuter dans l'univers de Monster Eater, eh bien c'est une incroyable petite aventure. Secret Keps Kimship Spoil qui va avoir ses petits twists au travers parce que le fond de l'histoire n'est pas nécessairement seulement sur le vol de céréales et de fromage. Il y a d'autres choses au travers et c'est à vous de le découvrir. Pour vrai, jetez un coup d'œil à ça, c'est du bonbon. Le numéro 6, il s'agit de The Crypt of Heretical Botanist Margar Veit de Yugaron. C'est une aventure pour Morborg en format dépliant, recto verso, 6 volets, super simple, dans lequel vos bandits vont trouver la crypte menant à la célèbre Margar Veit, qui était nécromancien, alchimiste, mais aussi botaniste. Et ça, c'est le petit concept que j'aime. Moi, j'aime ça quand un donjon va avoir un thème précis en lien avec la job qu'avait son propriétaire autrefois, alors que là, il y a le concept des plantes, la découverte justement de des espèces florales, les dangers que celles-ci peuvent représenter dans l'univers très sombre et très dangereux de Morborg. Et pour vrai, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très cool, c'est vraiment très simple, c'est très dangereux comme tout bon truc Morborg-esque. Et c'est aussi très facilement adaptable à autre chose si vous souhaitez prendre des éléments qui sont présents dans le petit pamphlet pour pouvoir les mettre dans votre jeu à vous. Ça se fait très bien. L'idée de Margar Veit et de sa crypte, eh bien, c'est très satisfaisant, tout simplement. Numéro 5, A Murder at Stoneshire Manor de Yugaron. Vous avez reçu une invitation à dîner au manoir de Stoneshire et à votre vieil ami Ebenezer. Le soir venu, les invités arrivent les uns après les autres. Personne ne se connaît, mais tous connaissent Ebenezer. Et après un court moment de conversation maladroite, et sans aucun signe de l'autre, Ebenezer, dans le fond, décide de s'éloigner tout seul dans la maison, sans vraiment parler à personne. Et vous ne tardez pas à le retrouver mort, égorgé, par une lame manquante. Et alors que vous restez là, les autres invités, et vous jettent des regards suspicieux. A Murder at Stoneshire Manor, c'est un journal, en fait. C'est un jeu de rôle sous format journal dans lequel vous incarnez un fin limier à la retraite qui espère laver son nom d'un meurtre dans lequel il est soupçonné, tout en retrouvant potentiellement le véritable coupable. Et alors qu'une tempête vous coupe du monde extérieur, vous allez explorer la vieille maison, parler aux autres invités et trouver des indices pour reconstituer ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le véritable meurtrier est quelque part dans ces lieux? S'il n'est pas retrouvé rapidement, il pourrait frapper à nouveau avant l'arrivée du matin. C'est vraiment intéressant. Je pensais que ça allait être, à ma lecture, je pensais que ça allait être une espèce de Choose Your Own Path Adventure, un peu à la livre dont vous êtes l'héros, mais c'est vraiment pas ça. Alors qu'il y a des mécaniques en jeu, que ce soit via des roulets de dés, que ce soit d'autres choses, qui permettent de construire un peu l'intrigue à mesure pour finalement arriver vers qui est le véritable coupable parmi les invités présents. Très cool. Très intéressant. J'aime beaucoup les... En fait, je pense que je me suis rendu compte, c'est un peu ça. Je pense que je me suis rendu compte qu'en termes de jeu solo, j'aime beaucoup ce qui touche l'investigation, l'enquête. On dirait que c'est quelque chose qui se fait bien solo. Vous déplacez, vous promenez, vous trouvez des indices et tout ça. Et celui-là le fait très bien, à mon humble avis de gars qui ne joue pas si souvent que ça à des jeux solo. Jetez un coup d'œil. Si ça peut vous intéresser aussi, la thématique est très intéressante. On est très loin du médiéval fantastique. On est plus à l'espèce de époque victorienne, un peu, ou même un peu à la Jane Austen, si on veut. Fait que, ouais, allez voir ça. Avec un titre que j'ai énormément de difficulté à dire, A Murder at Stoneshire Manor. En numéro 4, on a Jack in the Box de Fantastic Jean. Fantastic Jean, j'ai déjà parlé de lui dans d'autres vidéos sur les mêmes sujets, les jeux de rôle indépendants. C'est un auteur français que je trouve très talentueux, que j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui va aborder des jeux de rôle que j'aime beaucoup. Et là, en fait, il a abordé Frontier Scum, un jeu de rôle que j'aime énormément et dont je n'ai pas assez parlé en vidéo. Et en fait, Jack in the Box, c'est un petit pamphlet, recto verso encore, très très rapide à lire, très facile à comprendre, mais qui rempli, bourré à rebord. Pour vrai, il y a un très très beau travail de mise en page et de layout pour pouvoir incorporer le plus d'informations possible avec le moins, on va dire, d'espace disponible. Et dans ce contexte-là, eh bien, les personnages, souvent des bandits dans une espèce de univers western qui n'est pas le nôtre, mais qui est inspiré énormément de cette
cette imagerie du Far West, les bandits vont tenter d'aller porter, en fait, d'un point A à un point B, une petite boîte qui ont été, en fait, commandées par un alchimiste vantard qui souhaite se venger des gens qui l'ont maltraité par le passé. Et bien sûr, tout va aller dans le contresens de ce que vous pouvez penser, alors que bien des dangers et d'autres étrangeries vont se présenter sur la route de nos personnages. J'aime beaucoup Frontier Scrum. J'aime beaucoup Fantastic Champ, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime voir d'autres suppléments pour ce merveilleux jeu d'acide Far West qui mérite qu'on s'y attarde plus. Et encore une fois, très beau visuel, très dans le ton de ce qu'on peut s'attendre de Frontier Scum. C'est surtout des petites images qu'on pourrait retrouver dans des vieux journaux datant des années fin 1800, début 1900. Super aventure, j'ai vraiment le goût de la jouer, je pense. Sur la chaîne, je pense que ça pourrait se faire vraiment vite en une seule soirée. Ça serait finito, pépito, puis potentiellement beaucoup de morts aussi. Mon numéro 3, il s'agit de The Pen de Tuhelpunk. Officiellement connu sous le nom du centre de recherche Albert Penchild, cette installation porte un autre nom, The Pen comme le pénitencier. Détenue et gérée par Varma Industries, cette installation se présente comme un centre de réhabilitation pour les animaux sauvages. Cependant, les malheureux animaux qui se retrouvent aux peines ne connaissent jamais la guérison ou la réhabilitation. Au contraire, ils sont considérés comme des détenus et traités comme tels. Les intentions de recherche de Varma, en fait la compagnie Open, restent un mystère. Cependant, parmi ces projets énigmatiques, le Fist a trouvé des raisons de s'inquiéter et constitue actuellement une équipe pour enquêter. Fait qu'il s'agit en fait d'une aventure pour le jeu de rôle Fist. C'est les mercenaires du paranormal, un jeu que j'adore et que je tente d'en parler le plus que je peux à chacune de mes vidéos sur les jeux de rôle plus indépendants. C'est une aventure très science-fictionnesque moderne dans laquelle vous allez devoir enquêter sur qu'est-ce qui se déroule réellement à cette industrie. Puis là, pour vrai, moi, c'est... quel contexte. Moi, j'adore ça quand il faut comme incorporer, rentrer dans une compagnie, mais comme rentrer subtilement, se faire passer pour d'autres personnes, aller enquêter, peut-être même zigouiller une ou deux personnes un peu trop curieuses qui vont peut-être dévoiler notre réelle identité et finalement mettre à jour ce qui se cache réellement dans cet endroit dangereux qui, sans nécessairement trop en dire, me fait penser à, s'il y en a qui ont déjà lu la bande dessinée de Grant Morrison, We Three, ou Nous Trois. Une espèce de bande dessinée qui parle aussi on va dire, des tests sur les animaux. Et là, pour vrai, encore une fois, ça demeure cœur sensible s'abstenir. Je pense que ça pourrait venir toucher des cordes sensibles si vous êtes un amoureux des animaux. Mais que ce soit cette aventure-là ou une autre, checkez Fist, pour vrai, c'est tellement bon comme jeu. J'aime tellement ça. J'ai tellement le goût de juste jouer à ça ces temps-ci. Allez voir ça, c'est vraiment très cool. Mon numéro 2, il s'agit de Wisp de Spooky Jaguar International. C'est une aventure, en fait, pour Cairn, un jeu dont j'ai parlé précédemment dans la même vidéo, et dans laquelle vous allez devoir, dans le fond, vous aventurer dans une forêt assez dangereuse, mais aussi un peu particulière, assez étrange, pour pouvoir retrouver de l'eau miraculeuse. Et, en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur cette aventure-là, outre que ça vient chercher tout ce que je peux aimer dans ce contexte d'une micro, je veux dire ça comme ça, un micro-climat, mais du moins comme une micro-zone que vous pouvez prendre et incorporer facilement à une partie ou juste prendre des éléments et l'apprendre et l'utiliser pour votre propre campagne. 14 NPC intéressants, une forêt avec plus de 20 rencontres possibles, un donjon avec plusieurs pièces, 9 créatures et plus encore de whips. Demeure pour moi une belle réussite dans ce qu'on fait de plus médiéval fantastique classique. Et mon numéro 1, il s'agit de Carnaval, pour faire un incroyable jeu de mots de Nantuser, je ne sais pas trop comment le prononcer. Le carnaval est arrivé en ville, mais ce qui est assez impressionnant, étant donné l'absence totale d'annonces concernant leur arrivée, et la capacité à ce dernier de s'installer dans les environs sans que personne ne s'en rende compte. Quoi qu'il en soit, l'odeur des mets riches et le son de la musique joyeuse dérivent dans la ville accompagnés par les rires et les murmures des habitants qui sortent de leur maison pour se joindre aux festivités. Il y a de l'excitation dans l'air, autant en profiter pendant qu'elle dure. Cependant, nous ne serons pas ici à raconter cette histoire s'il n'y avait pas un problème en cours, n'est-ce pas? Carnaval est une aventure de style festival, fantasy, forestière, comme utilise l'auteur lui-même pour décrire l'aventure, à utiliser pour Cairn encore, adapté pour des aventures de tous les niveaux. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, de cette aventure-là, de un, c'est vraiment original, mais aussi, de deux, il y a deux niveaux. Tu as le niveau, on va dire,
le plus présent, celui qu'on voit le plus, où les joueurs vont aller participer à une variété de jeux et de festivités, parce qu'ils peuvent ils peuvent venir un peu de n'importe où, ils peuvent être des habitants de la ville, puis faire comme « Oh, un carnaval, mais on y va! » Puis il se passe plein de choses, et vous pouvez vous amuser et vivre des petites aventures un peu plus douces et moins dangereuses, mais derrière tout, il se cache bien sûr une intrigue intéressante qui vont amener nos héros à affronter les créatures de type féerique. Et pour elle, c'est, encore une fois, c'est juste bon. Je serais tellement ça. En fait, Unit User, la personne qui a fait cette aventure-là, j'étais tombé sur d'autres choses de lui précédemment, dans d'autres contextes, et il y a tout le temps un petit twist que je trouve intéressante, puis le fait de pouvoir jouer sur deux niveaux où, oui, il y a le plaisir du quotidien dans la découverte de quelque chose, mais aussi également l'aspect et l'intrigue et l'enquête sous-jacente à, on va dire, le front que peuvent présenter le carnaval, et le thème du carnaval, j'ai toujours bien aimé ça. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de s'y pencher. Et là, je me suis rendu compte au courant de la vidéo, et je l'enregistre, puis j'en parle à ce moment même, parce que j'ai fait des pauses ici et là, et j'ai découvert des choses, qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai parlé 3 fois de Cairn dans cette vidéo-ci, c'est qu'au moment de l'affaire, en fait, il y a un game jam, comme on appelle, un game jam qui est un événement dans lequel les gens sont encouragés à créer du contenu avec des thèmes ou des choses particulières, certaines prémices ou certaines contraintes, et il y a un game jam qui a été fait pour Cairn qui s'appelle Une ville, une forêt, un donjon. C'est une aventure dans laquelle il doit avoir ces 3 éléments-là. Une ville, une forêt, un donjon. Et bien, The Weeps en faisait partie, Cairnaval en faisait partie, et l'autre que j'ai parlé plus tôt aussi en faisait partie. C'est pour ça un peu que c'est revenu plein de fois, mais en même temps, ça montre, je trouve que ça fait une belle... Ça met un beau focus sur ce beau petit jeu minimaliste qui peut faire penser un peu à Nave, parce que ça en fait tirer aussi également, ça provient un peu de ça, ou Into the Odd, qui est un autre jeu aussi un peu semblable, et cette vague de jeux de rôle OSR minimaliste dans lesquels vous pouvez prendre les éléments que vous souhaitez et les transposer à d'autres éléments ou à votre partie en cours. Je trouve ça toujours très riche et je trouve ça toujours très intéressant. Et c'est là, dans ces game jams-là, qu'il y a le plus d'explosion de créativité qui se fait, alors que des personnes vont se créer des modules, des aventures selon certaines contraintes, et c'est dans la contrainte que le jeu créatif, selon moi, sort le plus. Fait que je vais mettre aussi le lien en dessous de la vidéo. Bien sûr, comme à l'habitude, je mets le lien qui met accès à tout ce que je viens de parler dans la vidéo, mais je vais aussi mettre un lien vers le Game Jam en cours, je ne sais pas s'il va être encore en cours, mais parce que la vidéo va sortir, portant sur une ville, une forêt, un donjon, dont il y a plusieurs aventures de Cairn qui ont été faites. Donc, Cairnaval, qui est, selon moi, une de mes plus belles découvertes du mois. Et checker la couverture, c'est tellement, tellement beau, là. Allez voir ça. Je vous souhaite de bonnes parties, de bons jeux. S'il y a des choses qui vous intéressent dans le lot et que vous allez l'acheter, dites-moi là. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir. Profitez de l'été, profitez de la vie. Hein? On est juillet 2023. On se retrouve en août 2023 pour une autre vidéo top 10 sur mes découvertes indépendantes du mois. Hey, à la prochaine.